Bonjour, ici Jean-Sébastien Prénovo, directeur des solutions d'audience et de programmatique de Québecor Idée, et bienvenue à cette balado édition spéciale sur la Cookie Apocalypse. Une balado en 3 épisodes pour discuter des enjeux publicitaires reliés au bouleversement que vivra bientôt l'industrie de la publicité numérique. Les changements majeurs entourant les techniques de reconnaissance des usagers sur le web ainsi que l'adoption de nouvelles réglementations et lois au Canada comme ailleurs sont à la base de ce bouleversement. GDPR, CCPA, Privacy Sandbox, IDFA, etc. Bien que techniques, ces termes et acronymes nous touchent tous. Nos données numériques, anonymes ou non, sont devenues une commodité dont leur utilisation à des fins publicitaires en est à son apogée. Cette économie de surveillance, menée de front par les géants du web, fait de plus en plus jaser, tel en témoigne la sortie récente du documentaire The Social Dilemma. Ce questionnement du respect de la vie privée pousse les législateurs et les entreprises à modifier les règles en obligeant un consentement, en éliminant certaines utilisations des cookies, en bloquant diverses techniques de reconnaissance des usagers, et tout ça au nom du respect de la vie privée. Depuis 2014, ce chantier de la vie privée, entamé par Apple via certaines limites imposées à son furteur Safari, atteindra son apogée avec Google qui, en 2022, modifiera son furteur Chrome avec son Privacy Sandbox en bloquant tous les cookies tiers. Avec près de 70% de part de marché au Canada, on comprend pourquoi ce changement à Google Chrome vient donc bouleverser l'écosystème de la publicité numérique. Dans ce 3e et dernier épisode, nous discutons avec des annonceurs, donc des vraies affaires. Nous discuterons avec des impacts et risques potentiels de ces changements avec ceux-ci. Aujourd'hui avec nous, Marc-Laurent Attalin, directeur médias numériques chez Reitmans, Humberto Valencia, vice-président marketing Intact Assurance, expérience client et marketing de données, ainsi que Arthur Sylvestre, directeur médias numériques et partenariat chez Danone. Alors, merci messieurs d'avoir accepté mon invitation. Comme on sait, l'industrie de la publicité numérique est toujours pleine de rebondissements. Même tout récemment, Apple a fait des nouveaux changements. La sortie de iOS 14 vient complexifier encore plus les consentements pour le partage des données des usagers via les applications. Donc, tous ces changements-là ont assurément des impacts à tous les niveaux, au niveau des annonceurs. C'est un peu sur quoi on va discuter aujourd'hui. Mais avant de commencer, j'aimerais bien qu'on en apprenne un peu sur vous. Donc, je vous inviterai à vous présenter un peu puis présenter le contexte dans lequel vous pensez approcher cette question-là aujourd'hui. Donc, je vais commencer tout d'abord avec Arthur Sylvestre de chez Danone. Merci Jean-Sébastien, enchanté Marc et Humberto aussi. Donc, je m'appelle Arthur Sylvestre, je suis directeur média, digital et partenariat chez Danone. Merci pour l'invitation, sujet extrêmement important bien sûr, parce que comme tu le disais, il bouleverse notre industrie et puis c'est un sujet qui est de plus en plus discuté. Comme tu le dis, on a vu récemment The Social Dilemma sur Netflix qui, je pense, met en lumière des choses que nous, on savait déjà, mais que la population ne sait pas forcément et qui, du coup, peut inviter les gens à se révolter un peu contre les pratiques. Et honnêtement, moi, je vais te donner mon point de vue. Je pense que c'est à très juste titre que le monde a besoin de plus de transparence, de plus d'honnêteté sur ce que les advertisers sont capables de faire. Puis, ce sera à notre tour de nous adapter pour être compliant envers les lois, puis pour faire de la publicité quelque chose de sain et de profitable et de sustainable pour les différents business. Donc, très beau sujet, je pense auquel tu nous invites aujourd'hui et très hâte d'en débattre avec nos amis ici présents. Merci Arthur. Donc, je passerai peut-être la parole à Marc pour la suite. Merci Jean-Sébastien et puis bonjour à tous. Donc, Marc-Laurent Attalin, directeur médias numériques chez Reitmans Canada. Donc, le rôle de mon équipe, concrètement, ça consiste à soutenir les 3 bannières du groupe qui sont Reitmans, RW & Co et Penningtons dans leur croissance e-commerce et puis par extension omnicanal via plusieurs canaux et pratiques numériques, que ce soit le paid search, le display, le paid social ou le marketing par affiliation. Et donc, évidemment, la mesure et la performance sont des considérations clés dans notre travail quotidien en tant qu'annonceur. Et donc, tous ces nouveaux protocoles, ces nouvelles régulations, cette tendance par rapport au respect de la vie privée et l'identification du client dans son parcours en ligne sont des choses qui sont au centre de notre day-to-day. Donc, je pense que ce sujet du cookie apocalypse est clairement quelque chose de très pertinent, très, très au goût du jour et j'ai hâte d'en parler plus en profondeur avec vous tous. Merci Marc. Et pour terminer, Humberto, je te laisse te présenter. Oui, bonjour tout le monde. Merci encore une fois de cette invitation.
Humberto Valencia, vice-président marketing chez Intact Assurance, un peu comme les collègues. Dans mon équipe, on gère beaucoup des campagnes, autant des marques que des campagnes de performance. Puis, des fois, on peut avoir l'impression que dans les assurances, on est loin de ça, mais au contraire, on est une industrie extrêmement data-driven. Je pense, Jean-Sébastien, on s'est déjà parlé dans le passé, puis tu vois à quel point on est aussi très performance-driven. Et évidemment, ces sujets-là, il y a un grand impact. Ça remet en question, ça remet pas en question, mais ça change nos façons de faire. Ça nous fait nous poser des questions. Mais un peu comme Arthur mentionnait, moi, je trouve ça super intéressant qu'on ramène la notion de transparence. Je pense que c'est super important. C'est des questions d'éthique, c'est des questions de comment on gère les données. On a une très grosse responsabilité à ce niveau-là. Puis, bien hâte de voir comment on échange là-dessus, puis d'apprendre aussi sur comment les collègues dans d'autres industries, dans d'autres entreprises, ils gèrent cette situation. Excellent, merci. Écoute, on a plusieurs sujets sur lesquels on va discuter aujourd'hui, mais tu as amené un bon point. Je vais juste d'abord mentionner un peu notre agenda à haut niveau sur lequel on va discuter, mais je vais revenir sur la gestion des données puis la transparence. Je trouve ça intéressant comme point d'entrée, surtout qu'on parle de vie privée, principalement autour de la cookie apocalypse. Donc, aujourd'hui, techniquement, on va parler un peu de la mesure. Donc, comment on va faire pour, en tant qu'annonceur, bien mesurer la performance qu'on va avoir dans le marché, comment qu'on va faire pour activer aussi des audiences, activer des tactiques numériques qui vont être demandées un peu une personnalisation. Est-ce que ces techniques-là vont pouvoir persister dans le temps? Puis finalement, j'aimerais ça qu'on discute un peu plus large, un peu plus macro. C'est quoi nos hypothèses pour le marketing de demain? Mais avant de rentrer là-dedans, c'est intéressant, puis on peut faire une parenthèse, puis on n'en a pas discuté dans les deux autres balados. Donc, le sujet de la gestion des données puis de la transparence, c'est vraiment super pertinent. Puis comme on sait, il y a eu beaucoup de problèmes au niveau de la gestion de ces données-là. Il y a eu des leaks dans le marché de plusieurs entreprises, que ce soit canadiennes ou internationales. Donc, les données des gens personnels se sont retrouvées dans le marché suite à différents stratagèmes externes. La question pour vous que j'aimerais faire en commençant, est-ce que vous croyez que les lois au Canada ou au Québec sont suffisamment adéquates pour empêcher ce type de comportement-là par une sécurité plus importante qui serait renforcée au niveau des marques? Peut-être, Humberto, tu as la main levée, donc je te laisserai commencer. Oui. Je peux pas me prononcer d'un point de vue juridique pour évaluer les mesures qu'on a, mais je pense que j'aborderai ça sous un autre angle. Je pense que on voit les différents niveaux dans le spectrum selon si on se retrouve en Europe, si on se retrouve aux États-Unis. Au Canada, c'est évidemment différent, mais peu importe les lois que le marché dicte, je pense qu'on a une responsabilité, justement, comme entreprise, comme citoyen corporatif, de mettre en place des organes, vraiment des mécanismes pour protéger les données auxquelles, en fait, nos clients nous font confiance. Ils nous donnent ça. Puis on a cette responsabilité-là. Je peux vous dire que depuis des années déjà, on essaie de s'ajuster, d'améliorer nos systèmes de gestion des data pour les rendre de plus en plus sécures. Il y a eu des situations, pas juste au Québec, il y a eu des situations pour des très gros joueurs mondiaux aussi, où est-ce qu'il y a eu cet type d'enjeu. Et donc, ça fait en sorte qu'on se re-questionne encore, puis on est toujours dans ces processus-là où est-ce qu'on travaille en tant qu'équipe marketing, mais on collabore avec nos équipes juridiques internes, on collabore avec nos équipes technologie, vraiment des TI, pour justement s'assurer qu'on protège les données. Donc, encore une fois, je pense que peu importe ce que la loi nous dicte, on a cette responsabilité-là, puis il faut qu'on soit proactif. Super, merci Arthur. Je suis assez d'accord avec Humberto dans le sens où, en tant qu'annonceur, aujourd'hui, on a une responsabilité envers nos consommateurs. Et si on ne livre pas up cette responsabilité-là, à la fin de la journée, c'est notre business qui va être impacté parce que un consommateur qui aujourd'hui n'a pas confiance en un business X ou Y, il n'y a aucune chance qu'il achète ses produits ou ses services. Donc, on a vraiment cette responsabilité-là de faire ce qui est la bonne chose pour les consommateurs. Puis aujourd'hui, respecter leur privacy, respecter leurs données, c'est quelque chose qui est essentiel. Alors, pour répondre à ta question, Jean-Sébastien, je pense que la loi, elle évolue, elle est amenée à évoluer à la vitesse à laquelle elle est capable d'évoluer, dans le sens où c'est quand même, on parle de la loi, puis de gouvernement, etc. Puis,
Aujourd'hui, on le sait quand même que les entreprises les plus technologiques du monde, que ce soit Google, Facebook, Apple, toutes celles que tu citais dans l'introduction, souvent elles évoluent plus vite que la loi. Par contre, nous, on a un rôle à jouer en tant qu'annonceurs, de faire ce qui est bien pour les gens et de faire ce qui est bien pour la société. Et puis aujourd'hui, la transparence, la protection des données sont des choses qui sont extrêmement importantes, tant pour les consommateurs, mais que pour nous aussi, parce qu'on a envie de faire quelque chose qui est bien pour la société. Le dernier point, et encore une fois, je reviens là-dessus, c'est vraiment un peu similaire à ta question. Elle me fait vraiment penser à quand on se dit, est-ce que les lois pour la protection de l'environnement et de la planète sur Terre sont suffisantes pour contenir les entreprises dans leur velléité à se développer puis à faire de la croissance? La réponse est non, même si les lois évoluent dans le très bon sens. Par contre, on voit qu'il y a une vraie responsabilisation des entreprises à ce niveau-là qui, je pense, est nécessaire tant pour le monde en lui-même que pour les entreprises elles-mêmes qui, si elles n'évoluent pas dans le bon sens, vont perdre du business à la fin de la journée parce que les consommateurs n'auront plus confiance en eux. Puis je pense qu'on est exactement dans la même situation au niveau du marketing digital aujourd'hui. Ah, j'adore ton analogie avec ce que éthiquement ou ce que volontairement on souhaite faire comme entreprise, puis ce qui est pas possible de faire. J'avais vraiment l'analogie avec l'écologie, mais je soulignais en plus que le fait que les entreprises qui présentement font des efforts en ce sens, il y a aussi des entreprises qui profitent malheureusement de ça, ils font pas les bonnes choses. Donc, dans l'environnement publicitaire, c'est la même chose. Il y a des acteurs, des marques qui font des bons pas dans les bons sens, mais malheureusement, il y a toujours ces entreprises qui viennent par en arrière, que ce soit par les ad tech ou quoi que ce soit, viennent chercher ce côté-là, puis viennent malheureusement polluer tout l'écosystème. Mais j'aime donner l'analogie, puis je vais laisser la parole à Marc pour la suite. Oui, merci. Écoute, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit, peut-être pour compléter par rapport à la question des lois et l'aspect juridique. C'est sûr que, de ma perspective, il y a quand même deux niveaux liés à cette responsabilité des entreprises et du gouvernement sur la gestion de la vie privée. Il y a l'aspect gestion du consentement, puis il y a l'aspect après exploitation des données personnelles de l'utilisateur. C'est sûr que si on prend par exemple un domaine comme l'email, le Canada est déjà quand même plus avancé que sur l'aspect média numérique parce qu'on a déjà des lois en vigueur comme Canada Anti-Spam Laws ou la Castle Compliance justement qui demande aussi le consentement de l'utilisateur pour pouvoir être contacté par email. On n'a pas forcément aujourd'hui ce niveau de régulation par rapport à tout ce qui est la publicité comme on pourrait avoir en Europe ou en Californie. Donc c'est sûr que c'est quelque chose qui est amené à évoluer, mais je pense que c'est aussi la responsabilité des annonceurs comme des agences de montrer l'exemple, que ce soit en commençant à intégrer justement des mécanismes de gestion du consentement sur les sites, qui vont permettre justement de faciliter à l'utilisateur de choisir ceux qu'il est disposé à laisser collecter et ceux que on peut utiliser après pour dans nos communications auprès de ces usagers-là. C'est sûr que là, il y a, par rapport justement au sujet de cette conversation là sur la cookie apocalypse, il y a clairement aussi un impact potentiel sur ces systèmes de gestion du consentement qui aussi a priori dépendent de cookies third party. Mais tout ça s'imbrique vraiment dans une logique de montrer l'exemple et puis avoir le gouvernement qui finalement s'adapte par la suite et met en place des lois qui permettent de faciliter ça comme on peut le voir dans d'autres économies. Ouais, merci Umberto, tu veux continuer? Pour continuer sur l'idée d'Arthur aussi sur l'écologie, moi aussi j'ai beaucoup aimé cette analogie-là, mais je pense qu'il faut pas qu'on oublie que oui, il y a comment nous on gère ces datas-là, mais il y a aussi comment on gère, comment on se protège contre des attaques. Je pense qu'il faut pas oublier cette composante-là. Puis là, je veux pas nous faire dévier du sujet. Je sais qu'on veut plus parler de cookie apocalypse, mais il faut pas oublier la notion de cybersécurité puis comment nous, on s'assure de protéger ces données-là des attaques externes. Parce que ça aussi, c'est une composante importante. Oui, effectivement, très bon point. Donc, mais merci pour ce premier point de vue sur un peu la gestion des données et la transparence. Je vais faire une transition tranquillement vers un peu votre stack technologique, parce que je pense que c'est important dans tout cet écosystème-là. Tu sais, avec les années, on s'est construit un stack technologique, donc on s'est doté soit d'une DSP, ou on a choisi une agence qui gère une certaine technologie pour nous. On a peut-être une DMP à l'interne ou une CDP. Ces outils-là de MarTech ou encore de AdTech, tout ensemble, fonctionnaient bien. Là, maintenant, tout ça se passe, puis on le vit chez Québecor. On a des outils de DMP puis de MarTech. Certaines d'entre elles sont à risque présentement par le fait que les cookies tiers vont s'en aller. Donc,
Est-ce que vous jugez que vous avez, premièrement, peut-être tiré correctement profit des technologies que vous avez installées dans le passé? Et est-ce que vous croyez que cette plateforme technologique-là va changer de façon intensive, de façon très, très grande dans le futur? Ouais, mais je peux essayer de répondre à ta question, Jean-Sébastien, sans problème. Je pense que ce qui est assez drôle et ce qui s'est passé au cours des dernières années, c'est que chaque mois, chaque semaine, il y avait des nouveaux outils qui permettaient d'atteindre une performance X ou Y. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est très compliqué. Ça, c'est normal, c'est notre métier aussi de gérer la complexité, mais parfois, on va un peu trop dans la granularité de la complexité, puis on perd et on oublie un peu nos objectifs de marque. Je vais vous donner un exemple. Au cours des 4 dernières années chez Danone, il y a eu une transformation digitale absolument spectaculaire. On est passé d'un business qui investissait quasiment 90% de ses dollars en télé, quasiment l'inverse aujourd'hui, voire 100% digital pour certaines marques. On a tout un tas de ad tech, de technologies, effectivement 2-3 DSP selon les campagnes et selon ce qu'on veut faire. Mais on s'est aperçu que à cause de ça, nos créatifs étaient devenus moins bons au cours des années parce que on s'appuyait sur une technologie en se disant ouais, c'est incroyable, je suis capable d'aller cibler les gens qui ont acheté du yogourt grec dans les 3 dernières semaines et tout le monde était très content avec ça, sauf que la performance et les ventes augmentaient pas. Donc je pense que toute la technologie est extraordinaire, tout ce qui est disponible, puis effectivement ça va être bouleversé un peu avec les différentes contraintes qui vont arriver dans les prochaines années. En revanche, il faut quand même jamais oublier, quand on est un marketeur, de la simplicité d'un insight et d'une communication effectivement bien ciblée, mais quand même plus pertinente que potentiellement l'achat média. En tout cas, c'est ce qui se passe ici. Alors pour finir et pour répondre à ta question, je pense qu'effectivement, va y avoir une simplification des écosystèmes à venir de par le fait que la complexité puis l'accessibilité des datas va être limitée. En revanche, on va revenir à des choses un peu plus simples. Quelles sont les datas que moi j'ai, par exemple du first party, qui peuvent me permettre d'avoir des ciblages qui sont intéressants, de builder des messages et des créatifs qui sont intéressants pour cette audience-là. Et puis ensuite, qu'est-ce qui est disponible en termes de contextuel, en termes de placement, en termes de channel mix, et qui du coup me permet d'aller rencontrer les objectifs des marques. Donc encore une fois, beaucoup de complexité qui, à mon avis, va être simplifiée, mais c'est peut-être aussi pour le bien des marketeurs et au final pour le bien des consommateurs. Merci. Marc, tu as la main levée? Ouais, donc par rapport à ta question sur un peu comment est-ce que on est construit au niveau stack technologique, si je peux parler pour mon entreprise Ratemans, on a quand même 2 gros buy-in avec 2 entreprises qui sont Google et Salesforce au niveau de la construction de notre stack. Donc c'est Google Analytics 360, Google Cloud Platform pour tout l'aspect plus cloud, Campaign Manager en ad server, puis Salesforce pour tout ce qui est plateforme e-commerce, tout ce qui est email marketing, etc. Donc c'est sûr qu'après, on a aussi évidemment un gros actif CRM derrière, parce que Ratemans c'est quand même une vieille compagnie, et puis on a un actif qui s'est construit au cours des dernières décennies, là, de à peu près une dizaine de millions de records de Canadiens. En termes d'évolution, c'est sûr que les régulations dont on parle, certaines sont quand même pas mal avancées et amenées par Google. Donc c'est sûr que je pense que ça va pas nécessairement challenger le statu quo par rapport à certains choix technologiques de cet aspect-là. Surtout que, au final, pas mal toutes les technologies que j'ai mentionnées, ont déjà ou sont en train de bouger vers un modèle plus server-side d'un point de vue tracking et collecte de données, ce qui du coup les rend pas immunisés, mais un petit peu moins tributaires des cookies tiers par rapport à l'évolution qui est à venir. Je te dirais que la composante qu'on challenge le plus aujourd'hui, c'est un peu la place du serveur publicitaire dans cet écosystème qui, lui, reste quand même essentiellement tributaire de cookies third party qui sont déployés dans différents environnements pour lesquels on n'a pas forcément une bonne compréhension de la roadmap de Google à cet égard, et où certains des projets qu'on a mis en place peuvent potentiellement être impactés négativement par rapport à ce qui s'en vient. Donc, on pourra en discuter plus en détail après, mais c'est peut-être, je te dirais, la composante qu'on voit challenger le plus dans ce qu'on a aujourd'hui. Après, ça va évoluer, mais ça va aussi évoluer dans le sens où il va y avoir de nouvelles technologies émergentes, à mon avis, qui vont être construites pour être adaptées à cette nouvelle réalité d'un point de vue technologie, d'un point de vue régulation. Donc évidemment que c'est des choses qu'on va considérer et notre stack va être amené à évoluer dans ce sens-là, mais la base
devrait quand même être relativement peu impacté par les changements. Ah, merci. J'aime ça. On va en reparler un peu de l'angle Google et du changement et comment peut-être qu'ils se sont eux-mêmes protégés en faisant ça, mais je vais laisser la parole à Humberto qui peut embarquer avant. Ouais, je vous dirais que dans notre cas, on a un stack quand même relativement simple. Puis ça fait déjà plusieurs années de ça, mais on était peut-être un peu lent pour ajouter quelques morceaux, par exemple en DMP, voilà quelques années. On a toujours eu ce débat-là entre elle est où la limite? Parce que la technologie, c'est une chose, on peut en rajouter, on peut enlever des composants technologiques. Mais quand on pense à nos processus internes, puis à comment on travaille à l'interne, comment on travaille avec nos partenaires, dès que tu touches à ça, tu touches aussi aux personnes, aux membres de l'équipe. Et ça a toujours été un peu ça, c'est comme, OK, comment notre équipe peut évoluer, doit évoluer, sur quoi on doit s'améliorer. Puis on a toujours laissé un peu le côté technologique, je dirais pas secondaire, mais on a surtout essayé de comprendre comment nous, on peut améliorer nos processus, comment notre équipe peut évoluer, sur quoi qu'on peut s'améliorer, avec quel type de partenaire on peut travailler. Puis je pense qu'avec le temps, avec du recul, c'est probablement pour cette raison-là que notre stack, globalement, il reste quand même relativement simple comparativement à d'autres annonceurs. Juste l'exemple qu'on donnait sur Ratemans. Nous, je pense pas qu'on est allé dans cette direction-là. Intéressant. Plusieurs points. Il y a beaucoup de choses intéressantes que vous dites, messieurs. Je pense que je revenais sur un point d'Arthur qui mentionnait souvent peut-être la perte de vue de l'objectif d'affaires versus la rétribution potentielle d'un ajout technologique. Là. Donc, on se rabat sur peut-être des indicateurs de performance qui sont des proxys. On se rabat sur une promesse de personnalisation. C'est souvent, ça a été des arguments de vente au niveau de la DMP, donc c'est une personnalisation at scale, du one-to-one marketing, etc., etc. Mais à la fin de la journée, est-ce que le bottom line, y a-t-il une croissance? Est-ce que ça a un impact direct? Puis comment est-ce qu'on fait pour mesurer nos efforts qu'on met? Puis je reviens à ce que tu disais, Humberto, par rapport au processus interne, ça fait un peu un bridge. Comment est-ce qu'on a changé nos façons de faire et nos analyses pour comprendre si nos actions qu'on met dans le marché ont un effet réel et est-ce que nos outils technologiques qu'on met à profit et qu'on paye des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars par année pour ça, ont l'utilité promise et est-ce qu'on arrive à faire ce résultat-là. Donc, je trouve ça vraiment intéressant que vous ayez un peu comme touché cet aspect-là différemment. Puis, je serais curieux de vous entendre à savoir, est-ce que dans une ère d'ultra mesurabilité, puis je fais un peu le pont avec ce sujet-là, l'attribution, puis toutes ces choses-là, comment on juge qu'un média a eu de l'impact sur une vente aujourd'hui? C'est une grande question. Mais j'aimerais ça vous entendre chacun vos perspectives sur ça. Humberto? Oui, je pense que ça peut dépendre aussi de c'est quoi l'objectif qu'on cible. Un peu plus tôt, je crois que c'est Arthur qui mentionnait des objectifs de performance, d'autres, par moment, c'est plus de la considération, de la notoriété. Je pense qu'il y a beaucoup cette nuance-là. Il y a peut-être d'autres façons d'aller chercher ces mesures, cette attribution-là. C'est pour des domaines comme la notoriété. Et quand on parle de performance, d'acquisition, je dois vous avouer que j'en ai vu. J'ai vu plusieurs modèles, plusieurs hypothèses, puis à chaque fois, je me posais la question, puis honnêtement, je suis vraiment curieux d'entendre Arthur puis Marc là-dessus parce que à chaque fois, je me posais la question, est-ce que cette lecture d'attribution-là est réellement la meilleure? Puis, dans le fond, nous, ce qu'on a commencé à faire, c'est au lieu de se concentrer beaucoup sur l'attribution en soi, on essayait plus d'aller chercher, disons, appelons ça la qualité, dans la valeur des clients qu'on va chercher. Fait qu'on a plus commencé à à travailler sur des modèles qui nous permettaient de dire, OK, on attire des meilleurs leads, appelons ça comme ça, plutôt qu'essayer de débattre beaucoup sur les mix, puis sur l'attribution, puis les rôles de chaque canal / placement dans le mix. Fait que je serais vraiment curieux d'entendre Arthur puis Marc comment ils abordent ça dans leurs industries. Arthur? Ouais, Humberto, je pense que ce que tu dis est absolument très juste. Alors,
je sais pas si tu vas vraiment être satisfait de ma perspective, mais moi, j'ai pas votre chance, Umberto et Marc, c'est-à-dire d'avoir un direct-to-consumer website, etc. Donc, la science derrière l'attribution, elle est encore plus complexe que dans un business qui est capable d'opérer avec du e-commerce. En revanche, je pense que la question est excellente, Jean-Sébastien. C'est aujourd'hui le Graal de n'importe quel marketeur ou de n'importe quel digital manager serait de pouvoir savoir quel touch a donné la conversion, quelle fréquence il faut sur une online vidéo pour que la personne termine par mettre un paquet d'Activia dans son panier le samedi quand il va chez Walmart. Tout ça sont des éléments qui aujourd'hui, on doit builder une méthodologie avec des hypothèses qui peuvent pas être, en tout cas dans ma discipline, scientifiquement vérifiées autant que ce que je l'aimerais. Alors, effectivement, il y a beaucoup de méthodologies sur est-ce que je peux regarder la performance de mes placements en fonction des audiences pour voir qu'est-ce qui performe le mieux, qu'est-ce qui potentiellement a dravé le plus de visites sur le website, qu'est-ce qu'ensuite j'ai été capable de retargeter avec la meilleure performance encore. Puis, il y a tous ces modèles de multi-touch attribution qui sont très intéressants et qu'il faut regarder, et qu'on regarde en détail d'ailleurs pour n'importe quelle campagne qu'on fait. Mais je pense que la réalité aujourd'hui, puis ça revient un peu à ce que je vous disais sur la question précédente, c'est là où je suis content en fait un peu pour ma profession puis pour mon métier de marketeur, c'est que j'ai l'impression que malgré l'avancement technologique, il y a beaucoup de bon sens qui revient chez les marketeurs. C'est je vais faire une campagne qui veut démontrer la supériorité de mon produit par rapport à ma compétition. Mais at the end of the day, je vais aller regarder la pénétration de ma brand à la fin du quarter. Puis si elle a augmenté, puis celle de ma compétition a baissé, je vais être satisfait. Puis je pense que on doit un peu revenir à être capable de se satisfaire de ça parce que je sais pas si on aura dans un horizon court terme une méthodologie qui permet de valider que ce channel-là est vraiment le plus efficace et je devrais tout miser sur lui, alors que ce channel-là faisait partie d'un écosystème de 25 touchpoints où est-ce qu'il y avait de l'affichage, du digital, de l'online vidéo, etc. Donc, les modèles sont encore à bâtir. Par contre, je trouve qu'il y a quand même une lumière dans ce tunnel assez noir qui est le retour à un certain bon sens et une approche humaine du marketing, en tout cas pour le marketing pour lequel moi je travaille, c'est-à-dire du marketing de FMCG, CPG. Et du coup, c'est assez intéressant parce que c'est à l'humain de trouver le juste milieu entre toute cette data disponible technologique et en même temps ses convictions de marketeur sur ce qu'il pense qui va faire bouger les ventes et bouger les caisses en magasin à la fin du mois. Et ça, je trouve ça assez excitant et sympa. Et un peu obscur, si j'ajouterais. Mais Marc, j'aimerais ça d'entendre sur ça. Oui. Donc il y a deux points là auxquels je veux répondre. D'abord par rapport à ta question là, Umberto, il y a une composante qui est l'aspect identification des objectifs selon le type d'initiative qu'on déploie. Et je suis d'accord que tout ne tourne pas autour de la mesure de la performance sous forme d'une vente ou d'une acquisition. Et évidemment, selon le type d'initiatives qu'on va déployer, si je prends l'exemple de Ratemans où il y a beaucoup d'initiatives qui ont pour objectif de générer plus de l'awareness ou de la considération, on n'est pas dans un modèle d'attribution orienté vente. Donc là, c'est clair qu'on a des KPI qui sont définis et propres à ce type d'initiative selon leur place dans le funnel. Puis on essaye en fait, nous, d'établir vraiment un framework selon le type d'initiative avec des objectifs qu'on va pouvoir mesurer et qui vont démontrer vraiment l'impact que ça a eu selon les différentes étapes du journey. Après, c'est sûr qu'en bout de ligne, pour tout ce qui est plus performance, parce qu'il y a aussi des initiatives qui ont pour vocation en un point de vue média numérique, puis nous, c'est vraiment la majorité de ce qu'on fait là, très honnêtement, qui ont pour vocation de supporter les ventes, que ce soit en ligne ou en magasin. Là, on se retrouve vite dans un écosystème où on va avoir plusieurs technologies, plusieurs DSP qui vont mesurer de leur propre manière et qui vont s'attribuer un peu du revenu à tout va. Parfois, font même du cookie bombing ou ce genre de choses, et c'est difficile de s'y retrouver parce que, évidemment, nous, en tant que marketeurs, quand on essaye de faire la part des choses pour après rapporter sur la performance de nos initiatives et démontrer la contribution et l'incrémentalité que ça a pu générer, on peut vite se retrouver dans un setup, en fait, avec du over-reporting parce que ces mesures ne se complètent pas, quoi.
Donc, c'est là où on a vu l'émergence finalement de solutions d'attribution au cours des dernières années. Là, ça date quand même. Mais je pense que de base, et surtout maintenant plus que jamais, ça devient très difficile dans un monde de walled garden où tout n'est pas rendu disponible par un Facebook, par un Google au système externe. De plus, encore plus avec maintenant tous les protocoles anti-cookie third party où essentiellement ces solutions dépendent de cookies tiers. Et donc en fait, les solutions d'attribution, je trouve, deviennent de plus en plus désuètes. En tout cas, celle qui est c'est la première génération avec laquelle on a travaillé au cours des cinq dernières années, à moins évidemment de passer en server-side, ce que certaines plateformes de Customer Data Platform comme Segment font déjà. On pourrait y revenir un peu plus tard, mais ça implique un travail assez massif. Donc pour répondre à la question initiale, ou comment nous on aborde ça, c'est pas forcément la vérité vraie, là, mais nous c'est l'approche qu'on a et jusqu'à présent ça nous permet quand même de démontrer tout l'impact du média. On définit de toute manière dans tout ce qui est drive to consumer ou e-commerce une source de vérité principale. Qu'on le veuille ou non, e-commerce, pour nous en tout cas c'est souvent le last click là. Donc avec ce qu'on voit dans Google Analytics, ça nous permet d'attribuer à tel channel un certain montant de vente. Après on va enrichir cette donnée-là avec du post-click, avec du view-through, qui lui va être fourni par le serveur publicitaire avec lequel on travaille. On va l'enrichir aussi avec des métriques plus omni, en prenant en compte les technologies, par exemple, qui permettent de hacher toutes les informations personnelles qui ont été collectées en magasin, puis de les importer dans les systèmes pour déterminer si l'utilisateur a été exposé à une publicité avant finalement d'acheter en magasin et faire cette réconciliation. Mais on les utilise pas pour faire une attribution totale. On les utilise vraiment comme un benchmark, comme un proxy dont on va mesurer l'évolution au cours du temps pour vraiment comprendre si tel ou tel élément, que ce soit saisonnalité, que ce soit une promotion, que ce soit une nouvelle collection, que ce soit un créatif, a un impact positif ou négatif sur ces mesures proxy de la contribution du média et qui vont nous permettre éventuellement d'améliorer notre stratégie et de raffiner notre exécution. Donc c'est vraiment comme ça qu'on approche, nous, aujourd'hui, l'attribution. Puis comment ça va évoluer, je pense qu'on s'en va, puis on entend de plus en plus parler même de la part des gros comme Google, etc. Il y a une convergence de plus en plus vers un modèle de marketing mix modeling qui était quand même quelque chose qui était très, très utilisé dans le passé avant que ces plateformes d'attribution émergent, où finalement, plutôt que de se dire on va avoir une plateforme qui va répondre à toutes nos questions, en fait, on teste des choses dans le marché. On fait des régressions par rapport à différents paramètres qui sont actuellement sur une campagne active, puis on voit que si on en retire un ou si on en rajoute un, quel est l'impact que ça a positivement ou négativement sur nos ventes en ligne, sur nos ventes en magasin, de manière en fait à déterminer et à comprendre qu'est-ce qui peut avoir un impact et stimuler les ventes et générer de l'incrémentalité. Donc nous, on n'en est pas là, mais c'est clairement des choses dont on commence à discuter parce que on voit que il y a vraiment un momentum autour de ça, surtout dans le contexte actuel de gestion de la vie privée et d'extinction des cookies. Ah, c'est un super bon point. Puis avant de te passer la parole, Humberto, tu as la main levée. J'aimerais ajouter, je vous avais sûrement entendu parler dans le marché, Procter & Gamble vont retirer, je pense, la majorité de si c'est pas tous leurs investissements publicitaires, programmatiques, et au final, n'ont pas vu de baisse de leurs revenus, de leurs produits. Donc, clairement, soit il y avait une mauvaise utilisation de leur plateforme programmatique pour les achats, ou c'était simplement pas les bonnes mesures de performance qu'ils avaient pour justifier ces investissements-là. Puis, encore plus récemment, ils ont décidé de délester, parce qu'on va en venir, on va parler de Google bientôt, mais ils ont délesté la plateforme DoubleClick Campaign Manager pour signer une entente internationale avec Flashtalking, qui est aussi un ad server qui ne se base pas sur des cookies, donc qui est supposé être protégé envers la cookie apocalypse. Parce qu'on parle beaucoup d'attribution, puis c'est moi qui vous ai amené sur ces sujets-là, mais on va se ramener un petit peu sur le sujet de l'identification. Mais avant de poursuivre, je décide mot à Humberto. Ouais, merci. Je trouvais ça intéressant, Marc. C'est vrai, un des modèles qu'on avait testé dans le passé, qu'on a testé, puis que je trouvais qu'il était relativement c'est lui qui nous a donné le plus d'insights. C'était carrément un modèle de régression. Puis, dans notre expérience avec plusieurs CC, c'est celui, je trouvais, qui nous avait amené à probablement les meilleurs insights. Mais il y a quand même des limites. On est en train de parler des cookies et tout ça, mais on n'a même pas encore parlé des médias puis des devices. Là. Je veux dire, comment on rentre les mobiles là-dedans, comment on rentre
Connected TV, comment on rentre tous les autres médias autres que numériques dans ce modèle d'attribution-là. Il y a plein de théories, il y a plein de façons de l'aborder, mais je pense que je pourrais comparer ça au Saint Graal du marketeur, là, mais je pense qu'il y a tous les marketeurs au monde essayent de trouver la clé pour ça. Je pense pas que personne n'a trouvé la façon de faire. Maintenant, c'est à ton point. Puis même dans le cas du yogourt, là, c'est vrai que ultimement, ça se passe au commerce. Mais c'est de trouver qu'est-ce qui va refléter le mieux la réalité de ton entreprise, ton produit, pour que tu puisses prendre des bonnes décisions. Mais Jean-Sébastien, je ne veux pas trop nous éloigner du sujet. Non, mais c'est bon, c'est des super bonnes conversations. Ça fait, on s'entend que c'est une série d'épisodes. Dans les premiers, on a parlé plus technique, on a parlé de solutions d'identification. Puis là, celui-là, ben, ça se rapproche plus de vos besoins réels. Donc, je trouve ça intéressant qu'on prenne cette approche-là. Fait que c'est tout à fait correct. Puis là, je voulais parler un peu de Google parce que bon, je pense que c'est un sujet important. Tu sais, Google Chrome, c'est lui qui met finalement le dernier clou dans le cercueil du cookie officiellement. Il a mis une date d'expiration là pour début de l'année 2022, etc. Tout le monde un peu patine et court autour de quelles sera au final les options qui vont être disponibles pour tout le monde, qu'est-ce qui va être permis, non permis, c'est encore un peu flou. Donc, ça se définit dans le temps tranquillement. Donc, il y a beaucoup d'acteurs dans le milieu qui, bien sûr, ne souhaitent pas cette solution-là disparaître. On peut parler de toutes les solutions d'Open Exchange, toutes les SSP, toutes les ad networks, tous les fournisseurs de technologie, de données qui sont dans l'intermédiaire de la transaction entre la DSP et l'éditeur. Donc, tous ces gens-là sont un peu ont besoin de cet identifiant-là ou d'un identifiant quelconque parce qu'il y a plusieurs solutions en développement en parallèle, par exemple Index, Exchange, Magnite et The Trade Desk travaillent sur une solution d'identification. LiveRamp travaille sur une solution d'identification également qui serait du type Open Exchange, email haché pour identification, bon, etc., etc. Mais si tout ça ne va pas à jour, on s'entend que Google, grâce à son écosystème majeur, sa plateforme courriel, son moteur de recherche, ses plateformes marketing, qui sont tous sous un domaine google.com avec comme préfixe en sous-domaine gmail.google.com ou que ce soit les plateformes de marketing. Donc, techniquement, ils agiraient à titre de cookie first party à travers leur écosystème, donc se protègent en termes de wall garden dans toute cette activation-là. Facebook est son propre écosystème, ça fait longtemps, on le connaît, donc un peu la même chose de leur côté. J'aimerais ça savoir pour vous, est-ce que vous croyez que l'écosystème va se regrouper plutôt que d'être aussi morcelé qu'il est présentement pour faire face à ces géants du web-là de Google, Amazon, Facebook et Microsoft, par exemple? Ben, je peux répondre au sujet-là. Je pense que oui. Je pense vraiment qu'il y a une convergence aujourd'hui et comme une conscientisation de la part de tous les acteurs indépendants du pouvoir que jouent les poids lourds, que ont les poids lourds comme Google et Facebook, et non seulement sur la réalité technologique, mais aussi sur l'évolution de cette réalité technologique. Puis par rapport à ça, comme tu le mentionnais, il y a beaucoup de partenariats qui sont en train de se créer. Ça peut être au niveau des regroupements d'éditeurs. On a vu aussi des partenariats comme ça émerger aux États-Unis sur les éditeurs de presse pour avoir comme un identifiant commun sur une série de sites indépendants. On peut voir aussi d'un point de vue ad-tech avec différents éditeurs de DSP ou autres qui aujourd'hui, finalement demain, deviendraient un petit peu possiblement obsolètes car dépendants du cookie tiers qui là cherchent vraiment à faire évoluer leur technologie pour être plus adaptée à cette nouvelle réalité qui, au final, est 100% reliée, c'est mon avis, à un environnement de plus en plus logué. Parce que même quand on parle d'identifiant commun, finalement, il y a cette clé qui permet de générer cet identifiant commun qui souvent est une information personnelle hachée, parce que c'est comme ça qu'on se détache finalement du cookie. Et donc, ça a une évolution qui va avoir lieu. Et je pense que ce combat-là de David contre Goliath fait que là, aujourd'hui, on a plusieurs petits David qui vont s'unir entre eux pour essayer de faire face. Puis je pense que c'est une bonne chose parce que ça va permettre d'évoluer, d'atteindre une certaine maturité d'un point de vue technologie, d'un point de vue aussi expérience pour l'utilisateur parce que finalement, ça va être un identifiant commun qui vont pouvoir créer des expériences cohérentes au sein de plusieurs sites versus un environnement fragmenté qui est complètement saturé, où on est bombardé de messages complètement indépendants. Donc je pense que c'est aussi une bonne chose dans ce marché assez compétitif sur une vue plus long terme. Puis après, reste toujours la problématique de l'annonceur. Parce que si je prends d'autres exemples,
tout ça est dépendant aussi de la capacité d'un annonceur à rendre disponible un identifiant, même haché, qui permette de donner cette clé-là. Puis là, aujourd'hui, nous, nos sites, avec les taux d'identification qu'on a sur le site, on n'est pas vraiment en mesure d'offrir quelque chose de robuste à ces partenaires-là. Donc, c'est aussi au rôle de l'annonceur, puis en s'accompagnant des partenaires, que ce soit les agences ou les éditeurs, de mettre en place les mécanismes de collecte qui permettent justement d'avoir cet environnement plus logué au service d'une meilleure expérience utilisateur et au bénéfice justement de ces partenariats qui se développent avec des éditeurs technologiques indépendants. Ouais, puis avant de passer la parole, Umberto, j'aimerais juste peut-être vous demander aussi, est-ce que vous vous voyez en tant qu'annonceur commencer à limiter le nombre de partenaires avec lesquels vous allez travailler au niveau de votre exécution et activation à cause de ces enjeux-là? Est-ce que vous ne prévoyez pas nécessairement de changement? Vous allez continuer d'opérer pour tirer le maximum de ces médias-là pour obtenir vos objectifs? Comment vous voyez ces enjeux-là? Puis est-ce que vous croyez que vous allez vous limiter à certains walled gardens ou à certains regroupements? Vous allez continuer d'un peu d'opérer de la même façon? Umberto, je vais te laisser poursuivre. Peut-être je répondrai la question que tu viens de poser, puis après ça, je reviendrai sur ce que Marc a émis comme opinion. Je pense que c'est trop tôt pour dire oui, on va changer, on va délaisser tel type de réseau au profit de tel autre. Je pense que c'est trop tôt. Puis je pense que oui, tu as raison, il y a une date de tombée qui est arrivée, mais dans notre industrie, il y a tellement de choses qui vont changer d'ici là que ça devient un peu difficile à se prononcer sur ce que nos achats vont significativement changer. C'est sûr qu'ils vont changer, mais à quel point ou qui va sortir gagnant, c'est ça qui va être un peu plus difficile. Tu sais, je pense, puis je ferai le lien avec le point de l'expérience, parce que oui, effectivement, je pense que je vois ça, puis peut-être que j'ai juste trop des lunettes roses, là, mais je vois ça comme une bonne opportunité aussi, oui, pour l'annonceur, mais aussi pour les différentes propriétés, parce que effectivement, tout le monde va vouloir des sign-in, tout le monde va vouloir des comptes, des créations des comptes. Et j'aime croire, ou j'ose croire que ça va tirer vers le haut l'industrie, puis que ça va forcer les gens, autant annonceurs, autant réseaux, à vraiment améliorer, se concentrer sur l'expérience client, puis amener une valeur ajoutée qui va faire en sorte que oui, ça va convaincre les consommateurs ultimement de dire OK, oui, je vais être signed on dans telle ou telle propriété. Donc encore peut-être que j'ai juste trop des lunettes roses là, mais je vois ça vraiment comme une opportunité. Puis dans ces mondes-là, oui, probablement qu'il va y avoir des gagnants puis des perdants. Puis c'est plus ça, je pense, qui va influencer après ça comment on travaille avec les partenaires médias puis avec qui on travaille. OK, super. Arthur? Ouais, je suis assez d'accord avec ce que mes amis Marc et Umberto ont dit sur différents points. Alors après, je pense aussi que Google, c'est quand même une compagnie intelligente, puis ils font jamais rien par hasard. Donc, certes, il y a un objectif humain, de transparence derrière, mais il y a aussi un objectif business pour eux qui vise à gagner des parts de marché dans le monde de l'advertising. Puis on peut pas leur en vouloir pour ça, parce que dans nos disciplines respectives, on a tous envie de gagner des parts de marché. Et je pense que suite à ça, il va mécaniquement, à mon avis, se passer deux choses, dans le sens où effectivement, il y a des acteurs qui vont s'adapter, puis qui vont continuer d'amener de la valeur aux annonceurs, puis ces gens-là vont survivre, voire probablement faire encore plus d'argent qu'avant. Et il y en a qui vont disparaître, ceux qui amenaient le moins de valeur, puis qui n'auront pas su s'adapter aux nouvelles contraintes, puis qui n'arriveront pas à genuinely délivrer de la valeur pour les différents annonceurs dans ce nouveau contexte. Je pense qu'ensuite, en tant qu'annonceur, il va se passer effectivement ce que Marc ou Umberto touchaient du doigt. Il va aussi se passer, en fonction de la compagnie dans laquelle vous êtes, puis de vos objectifs d'affaires, puis de ce que vous avez à votre disposition, un peu une évolution de la manière de cibler, puis de créer des messages, dans le sens où effectivement, j'ai plus de third party data, mais j'ai quand même accès à toute une dimension contextuelle pour laquelle je peux builder des messages qui du coup vont être plus contextualisés par rapport à l'environnement dans lequel ces messages évoluent versus par rapport à la personne à qui je m'adresse, si je n'ai pas forcément 100% accès à ces caractéristiques. Et ça devrait être intéressant, puis ça revient un peu à ce que je racontais au début, dans le sens où
Je pense que ça va être positif pour l'industrie. Ça va aussi être positif pour le métier de marketeur qui va revenir un peu à son essence. Et au final, j'espère que ce sera positif pour la confiance que peuvent avoir les consommateurs dans la perception des messages auxquels ils sont exposés. Marc, vas-y. Oui, juste par rapport à ta question là sur le choix du nombre de partenaires. Nous, c'est clair que c'est pas quelque chose qui est remis en question, c'est même plutôt quelque chose qui est amené à évoluer, à se développer dans le bon sens. Nous, on est convaincus que prendre la mauvaise habitude de travailler tout le temps avec les mêmes partenaires, c'est pas forcément une philosophie et une optique d'amélioration continue. On est conscient qu'il y a beaucoup de nouveaux acteurs qui sont innovants, qui ont de nouvelles manières d'approcher le ciblage publicitaire, qui peuvent être tout à fait adaptés à la nouvelle réalité, que ce soit technologie ou régulation, et générer finalement de la performance par rapport aux objectifs d'affaires que nous on a définis. Donc vraiment, on va pas se cantonner. La philosophie là sur le long terme, c'est pas de se focuser sur un ou deux walled gardens, c'est vraiment de continuer à les mettre toujours en compétition avec de nouveaux acteurs au service de l'expérience et de la performance. Ouais, j'aime beaucoup cette approche-là. Je suis d'accord avec toi dans le sens qu'il n'y a pas vraiment de bonne recette miracle là, à l'avenir. Puis il faut juste regarder comment que ça va évoluer pour faire ses choix. Puis c'est tout à fait légitime. Peut-être un des derniers sujets que j'aimerais aborder, on n'en a pas parlé beaucoup, mais bon, l'exploitation du cookie, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire de la construction d'audience, ça veut dire d'un achat d'audience pour cibler un certain segment, un certain produit ou une certaine offre ou un certain créatif d'une certaine manière. Puis là, on voit beaucoup potentiellement de l'érosion de tous les segments qui sont disponibles dans les achats programmatiques au niveau third party, là, toutes les grandes boîtes internationales qui ont des segments avec des modèles avec des modélisations de certaines audiences qui sont disponibles pour l'achat. Première question, c'est à quel point est-ce que vous avez déjà eu confiance en ces audiences-là, premièrement? Deuxièmement, est-ce que vous aurez encore confiance en ces audiences-là? Et troisièmement, est-ce que vous croyez qu'un nouveau mode d'achat, puis ça c'est Arthur, tu en avais touché tantôt, mais tu parlais de niveau contextuel. Est-ce que vous croyez que acheter le retour au contextuel et la nouvelle vague, la nouvelle tendance pour 2021 et par la suite? Je peux commencer définitivement pour répondre à ta question. JS, j'imagine que quand tu parles des grands joueurs, on parle des Oracle, BlueSky, Lotami, etc. Puis moi, en général, j'ai confiance en ce que je vois, puisque je suis capable de mesurer, puis ce qui fait du sens pour le business et les dollars que je manage dans le day-to-day. Puis, c'est officiel que nous, on travaille avec ces gens-là, dans le sens où, en général, le premium que tu payes sur les CPM pour ajouter ce layer de data là, tu t'aperçois qu'il vient payer. Il est offseté en général par les performances médiatiques des différents placements, que ce soit du CTR, du CPC, du CPM, etc. Donc, oui, moi je crois en ces entreprises-là, puis j'ai confiance. Alors forcément, il y a des inexactitudes dans les différentes databases, puis dans les différents segments que tu vas aller observer, puis trouver dans ces databases-là. En revanche, je pense qu'effectivement, il y a une valeur pour le business, mais ce qui va être amené à évoluer, c'est dans une optique de transparence, etc. Tout ça va être questionné. Pour répondre à ton deuxième point, puis tout à fait, ce qu'on voit, c'est qu'avec l'évolution de la loi, avec l'évolution des paramètres des différentes plateformes, soit les Google, Safari, etc. Effectivement, je pense que pour les advertisers, puis je vous le mentionnais dans le point d'avant, le contextuel va revenir définitivement parce que c'est une solution qui est accessible et qui, si elle est bien travaillée d'un angle créatif, peut amener beaucoup de valeur au placement publicitaire et donc finalement au consommateur final. Et puis c'est effectivement quelque chose que nous on regarde quotidiennement. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est ça implique vraiment une belle collaboration entre une équipe média, une équipe digitale, puis une équipe marketing et une agence créative. Et au final, on voit que quand on est capable de mettre toutes ces personnes-là dans une même salle, de les faire travailler ensemble et de produire un travail de qualité, en général 1 + 1 = 3, versus avoir le créatif qui travaille de son côté, puis qui va développer une copie qui lui fait plaisir, et puis qui peut montrer à son boss dans un beau PowerPoint. Et à côté de ça, d'avoir l'équipe média qui travaille sur la performance. Et au final, je trouve que le contextuel, c'est un beau compromis pour faire du média de manière intelligente, mais en même temps venir insuffler des insights créatifs qui peuvent avoir beaucoup de valeur à la fois pour les marques et en même temps pour les consommateurs qui vont être exposés à ces messages-là. Ah, c'est super, merci. Umberto? Oui, je trouve ça intéressant que tu le ramènes au créatif, Arthur. Je pense
plus tôt tu l'as mentionné, puis c'est vrai que je pense qu'on a passé par ces stades-là où on est allé tellement techno, vite, exécution, automatisation, que parfois là, tu vois les créatifs puis tu te dis, ok, c'est-tu vraiment ça ma marque? C'est-tu vraiment ça l'image de ma marque? C'est-tu vraiment ça que je veux véhiculer au consommateur? Puis je pense, tu l'as bien mentionné là, ça nous demande de peut-être porter plus attention qu'on l'a fait récemment ou dernièrement. Sur des considérations comme les créatifs qui sont une partie tellement importante de ce qu'on fait, de ce qu'on gère aussi dans le day-to-day, puis comment on rattache ça avec les médias. Mais t'as raison, maintenant, si on va prendre une direction où est-ce qu'on va essayer d'être plus contextuel, ben ça va nous forcer à repenser nos façons de gérer le créatif aussi. Mais je pense que c'est un point super important. Des fois, puis peut-être c'est pas votre cas, mais des fois aussi, j'ai vu des situations où on se laisse tellement emporter par l'automatisation puis la techno qu'on oublie des composantes aussi essentielles ou qu'on donne pas autant d'importance à des composantes aussi essentielles que les créatifs. Ouais, excellent point. J'avoue que, tu sais, en plus, il y a plein de plateformes technologiques qui vantent les mérites d'une automatisation des créatifs là, avec des différents triggers, etc. Là, que ce soit un trigger de météo ou un segment d'audience spécifique qui serait rejoint, puis etc. Mais ça devient très, très, très difficile, je pense, d'exécuter toutes ces optimisations dynamiques at scale sans avoir une équipe interne dédiée à ce genre d'initiative-là avec puis à quel coût aussi, parce qu'il faut se demander à quel coût on va payer notre agence de création ou est-ce qu'on va les faire à l'interne, ces créatifs-là qui vont contribuer à cet essor-là. C'est un super bon point. Marc, tu avais un point à rajouter? Oui, par rapport à ta question sur les audiences, je pense que je vais donner la perspective plus techno, là, mais qu'on le veuille ou non, c'est là quand même que les walled gardens comme Google et Facebook se démarquent, parce que le premier sur la donnée comportementale et le second sur la donnée sociodémographique, mais aussi et surtout sur l'aspect technologique. Parce qu'au final, chez Ratemans, quand on parle d'audience en médias, puis je pense que c'est assez vrai pour tout le monde, on a deux niveaux. On a le niveau de prospection, où là, l'objectif, c'est vraiment qualification des consommateurs et contextualisation de nos messages auprès des consommateurs. Pour l'aspect contextualisation, je pense que les Google et consorts sont pas plus forts qu'un autre, puis c'est là qu'il y a une vraie possibilité pour les éditeurs indépendants ou en partenariat de se démarquer, de garder une place dans l'écosystème avec la manière dont ils créent les audiences par rapport aux audiences à leur first party finalement. Par contre, pour tout ce qui est la notion de lookalike modeling, etc., je pense que c'est un peu compromis pour tous les acteurs qui travaillent énormément sur les DMP de par leur dépendance aux cookies tiers. Ceux qui sauront continuer à apporter de la valeur sur ce genre de modélisation d'audience, un peu combattre ou compétitionner Facebook, ça va être ceux qui auront des graphes d'identité basés sur d'autres informations comme le cookie. Donc on parlait tout à l'heure d'autres informations que le cookie. On parlait tout à l'heure de données personnelles anonymisées et de LiveRamp, par exemple. C'est exactement le genre de solutions qui apportent concrètement des réponses à ça. Puis pour l'aspect remarketing, rétention, qui est le deuxième aspect en termes d'audience, en tout cas pour nous dans notre réalité, on a deux layers. On a d'abord le layer, on sait ce qui marche. Donc quelqu'un qui ajoute un produit à son panier puis qui l'abandonne sur les 10 prochains jours. Puis ça, c'est juste finalement, c'est de trouver l'inventaire qui nous permet de le rejoindre au coût le plus efficient. Puis ça, c'est des choses qu'on sait qui fonctionnent, mais dans l'évolution, dans un mode de pensée un peu plus lointain, d'un point de vue gestion d'audience et expérience utilisateur, nous, on essaie de voir aussi comment est-ce qu'on peut, parmi ces utilisateurs-là, déterminer lesquels sont les plus enclins à acheter, puis pas forcément apporter du bruit publicitaire à ceux qui ont peut-être démontré ça, mais c'est cette intention, mais sont pas en mode achat. Et c'est là que la valeur d'un Google, pour moi, prend tout son sens d'un point de vue technologique. Ils ont quand même réussi à bâtir un stack techno avec Google Analytics où tu peux importer cette donnée comportementale, l'enrichir après dans un Google Cloud avec ta donnée CRM ou avec tes données qui proviennent d'autres environnements, puis pour finalement raffiner ta segmentation, puis cette segmentation, tu peux ensuite la pousser dans un écosystème Google via GA, que ce soit DV360 ou AdWords, pour au final, toi, faire évoluer ta pratique en termes d'audience. Tu peux pas juste dire, je vais cibler mes abandoned cards 5 days, mais je vais peut-être apporter des niveaux de propensité d'achat pour déterminer si oui ou non on va vouloir
acheter du média, enfin continuer à te recibler. Et je pense que c'est vers ça que tend un peu l'évolution de la pratique en termes de gestion d'audience. Puis c'est des gros chantiers, mais nous on commence à regarder ça un peu pour les prochains mois. Ah, super. Merci beaucoup ta perspective, Marc. Question de, on arrive à 1 heure, nos auditeurs sont peut-être, ils se demandent peut-être vraiment qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit suite à ces changements-là. Puis je vous inviterais peut-être à terminer l'appel d'aujourd'hui avec votre mot de la fin, tout en me disant c'est quoi vraiment que vous voyez comme un impact puis un risque potentiel à ce changement-là, à vos pratiques d'affaires, puis de votre vision sur ce qui s'en vient pour l'avenir. Donc, peut-être commencer avec Arthur, peut-être? Ouais, pas de problème. Pas de problème pour commencer, Jean-Sébastien. Je suis toujours là pour toi. Mais pour répondre à tes questions, je pense que ce qui m'empêche de dormir la nuit, il y a pas vraiment de choses qui m'empêchent de dormir la nuit. Par contre, ce qui m'invite à me lever le matin, c'est de travailler tous les jours pour trouver les solutions qui vont être encore une fois profitables pour le business de Danone et sustainable dans le long terme, considérant les nouvelles politiques et les nouvelles composantes avec lesquelles on doit dealer dans le day-to-day quand on fait de l'advertising. Puis je pense que mes amis Marc et Umberto ont la même vision là-dessus. On veut toujours faire ce qui est le mieux pour le business et ce qui est le mieux pour les consommateurs. Puis on doit jouer avec les paramètres qui sont les nôtres. Encore une fois, qu'on vende des yogourts, des vêtements ou des assurances. Maintenant, pour répondre à tes questions, c'est évident qu'il va y avoir des ways of working et qui vont évoluer avec les différents partenaires, soit avec l'agence média à l'interne, avec les brand managers, etc. Puis, ultimement, ça va être à nous de transformer ces contraintes en opportunités pour le business. Puis, comme je vous le disais un peu plus tôt, je pense que la plus belle opportunité qu'on va avoir en tant qu'équipe marketing, en tout cas chez Danone, puis de ce côté-là, je parlerai pas pour Marc et Umberto, mais la plus belle opportunité qu'on va avoir chez Danone en marketing et en médias, c'est de se recentrer vraiment sur quelles sont nos marques, qu'est-ce qu'elles veulent véhiculer, à quel consommateur et à quelle fréquence et pour quel objectif. Puis si on arrive à répondre à ces questions-là, la manière dont on fait des créatifs, la manière dont on achète du média, la manière dont on segmente la population pour lui envoyer des messages, ça viendra assez facilement. Puis je pense que, encore une fois, c'est un très bon moment pour nous de faire du média et du marketing. Puis tout ce qui va se passer va être absolument passionnant dans les prochaines années pour les marketeurs, puis pour les médias et digital managers. Et c'est que des opportunités pour nous. Merci Arthur. Vas-y Umberto. Ouais, peut-être que c'est pas dans la direction que tu aurais voulu je prenne ça, mais tu sais, il y a des composantes externes qu'on contrôle pas. Et donc, spécifiquement, l'évolution de la technologie, des stacks technologiques, des outils. Donc ça, on le contrôle pas. Par contre, ce qu'on contrôle plus, c'est encore une fois, c'est notre équipe. C'est quoi le type d'expertise, quel type d'équipe on veut monter, puis quel type comment on se structure, puis comment on travaille pour justement pouvoir rapidement s'ajuster à l'environnement technologique qui change. Donc, pour répondre à ta question, moi, c'est plus là-dessus que ce qui m'empêche de dormir la nuit, c'est ça. C'est comment je peux aider mon équipe à être bien prête, à avoir les connaissances, l'expertise ou bien identifier là où il faut que notre équipe et moi-même, on évolue, puis on s'éduque, puis qu'on s'améliore pour après ça s'ajuster. Après ça peut passer par des partenaires, ça peut passer par de la technologie. Je pense que tout ça, c'est vraiment directement lié à c'est quoi l'équipe qu'on veut à l'interne, puis comment on veut que cette équipe-là évolue pour avoir du succès. Des paroles très sages, Umberto. Merci. Marc, je te laisse le mot de la fin. Quelle pression. Non, écoute, par rapport à ta question, qu'est-ce qui me fait dormir la nuit? Moi, personnellement, c'est vraiment la question de comment recentrer un peu notre approche média numérique autour de l'utilisateur. Dans le sens, il y a plusieurs layers là, mais les deux principaux pour moi, c'est d'abord tout ce qui est gestion d'identité. Parce que au final, tout ce dont on parle en termes de choix technologiques, de partenaires médias, etc., c'est bien beau, mais si on est dans un modèle où un même utilisateur peut être identifié comme 5 utilisateurs différents, on va créer une expérience qui va être
mauvaise, qui va être une nuisance, qui va pas du tout être au service du consommateur ni au service de l'entreprise. Et donc, ça defeat the purpose. Donc vraiment, je pense que c'est un beau challenge pour un annonceur, en tout cas, si je peux parler pour nous, là, Ratemans, d'un point de vue commerce électronique, où on a finalement toute cette donnée offline qui vit et toute cette donnée online qui est collectée, de se dire comment est-ce qu'on peut s'outiller, faire évoluer un peu notre dette technologique, parce que ça reste quand même des technologies qui ont été entassées les unes sur les autres au cours des dernières années et qui des fois nécessitent d'être upgradées pour pouvoir mieux identifier un utilisateur selon les différents identifiants qu'il a sur les différents systèmes avec lesquels on travaille, de manière à pouvoir mieux finalement le rejoindre et moins fréquemment mieux contrôler des éléments comme la fréquence, etc. d'une part. Puis aussi, comment en fait travailler ou améliorer les synergies avec les autres fonctions, les autres départements de la business. Tu sais, je pense dans un contexte de fashion retail, la notion de design produit, d'allocation, de catégorie focus, avec les départements de planning allocation, les départements de marketing, tout ça, finalement, c'est une réalité qu'on doit prendre en considération dans le média, que ce soit au niveau de la demande, que ce soit au niveau des créatifs, et de la même manière, le média doit aussi pouvoir leur apporter et les aider dans la manière dont ils s'approchent la création, si je pense le design, etc., de manière à ce que les expériences finales pour le consommateur sur ces plateformes soient améliorées. Et ça, c'est un vrai enjeu, parce que ça demande une évolution technologique, ça demande une gestion du changement, ça demande de créer des processus qui sont pas forcément innés dans une entreprise qui est en transformation numérique. Puis c'est vraiment un beau défi, puis c'est quelque chose qui, moi, en tout cas, me maintient éveillé. Puis en termes par rapport au mot de la fin, si je reviens un peu à la notion de disparition du cookie, il y a beaucoup de gens qui perçoivent, d'acteurs dans l'écosystème, qui perçoivent ça comme quelque chose de négatif. Mais je pense par rapport à tous les éléments que on a pu évoquer aujourd'hui, si ça nous permet d'évoluer vers un modèle qui est plus orienté first party, régulé, et qui permet finalement de créer de la publicité qui soit moins nocive, qui soit moins une nuisance et qui ait de meilleures expériences et le respect de la vie privée pour l'utilisateur, je pense que sur le long terme, ça va être quelque chose de bénéfique pour l'industrie. C'est sûr que c'est un élément disrupteur, donc aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se posent la question de comment l'appréhender, mais c'est ça, le milieu de la tech. C'est un milieu qui est en constante évolution. Si on fait une rétrospective sur les 15 dernières années, il y a eu tellement d'innovations. On s'adapte à chaque fois. Et donc, je pense que c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Excellent. Merci beaucoup pour tous vos commentaires aujourd'hui, messieurs, toutes vos opinions sur le sujet. J'ai beaucoup apprécié. Je pense qu'on aurait parlé beaucoup plus longtemps, mais il faut que ça se termine. Hein? On pourra peut-être reprendre dans le futur une conversation sur un autre sujet si jamais ça vous intéresse. Je pense que ça pourrait intéresser beaucoup nos auditeurs et puis on pourrait débattre de d'autres solutions. Mais donc merci encore Arthur Sylvestre chez Danone, Marc-Laurent Attalin chez Ratemans et Umberto Valencia de Intact Assurance. Merci beaucoup de vous être prêtés au jeu et à bientôt.